Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie, mais j'ai bien l'impression que si, il fait très gris dehors. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Ça fait un petit temps que j'en avais pas fait, tout simplement parce que pour l'instant, je lis à un rythme d'escargot. J'ai commencé à travailler à temps plein, du coup j'ai beaucoup moins de temps de lire et je lis approximativement un livre par semaine, ce qui est vraiment pas terrible. Mais pour ma défense, dans les 4 livres que je vais vous présenter, il y a quand même 3 gros pavés. D'abord, je vous parlerai de Misery de Stephen King. Ensuite, j'enchaînerai avec Autobiographie d'une courgette de Gilles Parry. Puis je continuerai avec Holocity de Ransom Riggs. Et je terminerai cette vidéo avec le troisième jumeau de Ken Follett. Je vous parle tout d'abord de Misery de Stephen King. C'est le premier Stephen King que je lis et franchement, je suis vraiment pas déçue. C'est un Stephen King dont je connaissais très bien l'histoire parce que j'ai déjà vu le film de nombreuses fois. J'adore ce film avec Katie Bates, elle est vraiment excellente, elle fait très peur et donc c'est vraiment génial ce film-là. Mais du coup, ça me faisait un peu peur de lire le livre parce que j'aime pas trop lire des livres dont je connais déjà à l'avance toute l'intrigue. Pourtant, ma maman l'avait lu juste avant moi et elle m'a dit franchement, lis-le, il y a plein de choses différentes et surtout, le livre est beaucoup plus trash que le film. Je trouve déjà que le film est pas mal trash, donc je me suis dit, tiens, ça m'intrigue tout ça. Du coup, je l'ai lu et je peux vous dire que j'ai vraiment adoré ma lecture. On suit l'histoire de Paul Sheldon, qui est un écrivain à succès. Il a écrit toute une série de livres qui sont les Misery, donc ça parle d'une jeune femme au 19e siècle et ça raconte un peu ses aventures, ses péripéties. Mais lui, il en est venu un petit peu à exécrer cette héroïne parce que il s'est enfermé dans une sorte de cercle avec elle et il n'arrive pas à s'en défaire, il n'arrive pas à sortir de ça. Et du coup, à côté, il écrit d'autres romans que lui trouve bien meilleurs mais qui rencontrent bien moins de succès auprès des lecteurs. Au moment où commence l'intrigue de Misery, il vient de terminer un roman et il en est sûr, c'est un roman qui va lui permettre de remporter beaucoup de prix. Il est sûr que c'est un roman qui va vraiment faire de lui un écrivain de talent et plus un écrivain à succès, à best-seller. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il va faire un accident de voiture à cause d'une tempête de neige et il va être sauvé par Annie, qui est une femme qui est complètement fan de lui. Très vite, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas très rond et que c'est peut-être pas pour le mieux qu'elle soit venue le sauver. C'est un livre que j'ai adoré. Il faut savoir qu'il y a des passages plus lents, il y a certaines longueurs, il y a des moments où je me disais bon, on peut accélérer, mais quand même l'ambiance qui est installée ici par Stephen King est totalement particulière et totalement angoissante. J'ai adoré ça. C'est une ambiance très spéciale, on est dans un huis clos en fait, et on se sent vraiment étouffé en même temps que Paul Sheldon. Donc on a énormément d'empathie pour lui, on a assez peur d'Annie, je dois dire. Et moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est très trash, hein, je le recommande pas à tout le monde. Les âmes sensibles feraient mieux de s'abstenir parce qu'il y a des passages où je me disais vraiment oh. Et j'ai jamais ça en lisant des livres, tout simplement parce que je lis jamais de livres un peu d'horreur entre guillemets, je lis jamais de choses surnaturelles ou autres. Ici c'est pas du tout surnaturel, ça fait peur, mais ce qui me fait vraiment peur c'est que ça pourrait arriver. Donc c'est un livre qui est hyper bien maîtrisé et franchement on se demande tout le temps comment est-ce que Stephen King va trouver toutes ces idées-là, toute cette inspiration. Ça m'a vraiment donné envie de me pencher sur d'autres œuvres de cet auteur-là parce que franchement j'ai adoré. Le final est assez grandiose. C'est vrai qu'il y a un moment de plus gros creux vers les 200-300 pages, mais la fin est tellement géniale qu'il faut un peu s'accrocher. Si vous n'aimez pas trop les longueurs, ce sera peut-être pas pour vous, mais quoique, en fait, on alterne vraiment les moments de grande action et de longueur. Donc, il y a de tout, il y a différents rythmes, mais pourtant, moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment palpitant et j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Autobiographie d'une courgette de Gilles Parry. Celui-ci, c'est un livre dont j'avais jamais entendu parler nulle part. Je l'avais acheté complètement par hasard, d'occasion. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait! C'est un livre que j'ai adoré. Celui-ci, il est vraiment tout petit et il va nous raconter l'histoire d'Icare, dit Courgette, c'est son surnom. Tous les gens qui le connaissent bien l'appellent Courgette. C'est un petit garçon de 9 ans à qui il va arriver un grand malheur et suite à ça, il va être placé en foyer. Et en fait, on va voir toute son évolution mais à travers son regard à lui, donc à travers le regard d'un petit garçon de 9 ans qui s'exprime pas toujours correctement, qui est parfois extrêmement naïf sur certains sujets, et c'est juste super touchant. C'est un livre que j'ai trouvé émouvant parce qu'il parle vraiment de problèmes très graves, très sérieux, mais en même temps toujours avec ce regard de Courgette qui est totalement naïf, qui est crédule, qui comprend pas toujours ce que les adultes veulent lui dire.
c'est vraiment drôle en fait. Parfois j'ai vraiment éclaté de rire parce que je trouvais ça vraiment drôle. Des fois il comprend pas bien ce qu'on veut lui dire, et donc il y a tout un tas de contresens et pour nous adultes ça nous semble complètement ridicule mais en même temps tellement touchant, et j'ai vraiment adoré ce petit Courgette. J'ai trouvé que c'était un petit garçon tellement fort et tellement mignon et tellement innocent au final malgré tout ce qui lui arrive. J'ai vraiment passé un excellent moment avec ce livre. La plume de Gilles Paris, je l'ai trouvé géniale parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un enfant qui a écrit ce livre. On a vraiment l'impression que ça sort de la bouche d'un enfant, c'est tellement naturel, c'est tellement bien fait. Il n'y a pas de moment où ça se relâche, il n'y a pas de moment où je me suis dit tiens, un enfant de 9 ans connaîtrait pas ce mot. Non, c'est super bien fait. C'est un style auquel j'ai vraiment super fort accroché. Et je pense vraiment que je vais me pencher vers d'autres livres de cet auteur encore une fois, parce que j'ai lu que les autres étaient un peu dans la même veine. Et j'ai tellement adoré cette lecture. C'est pas une lecture pour enfants, c'est vraiment une lecture qu'on peut lire avec des yeux d'adulte, mais sur le monde de l'enfance et d'une enfance particulièrement difficile en plus. Donc c'est un très joli petit livre que je vous recommande très très vivement. Ensuite, j'ai lu Holocity de Ransom Riggs. C'est donc le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais lu le tome 1 il y a environ un mois ou deux et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Ce tome 2 est un gros pavé, il est beaucoup plus gros que le premier livre, mais il est toujours aussi beau. Franchement, y a rien à dire sur la mise en page, c'est vraiment magnifique. C'est un livre avec un travail éditorial de dingue. Et encore une fois, c'est une très chouette histoire, ça se lit tout seul. Les pages se tournent toutes seules, il fait plus de 500 pages et pourtant ça passe à une vitesse juste ahurissante. Je vous rappelle brièvement l'histoire du premier tome pour pas vous spoiler. Si vous l'avez pas lu, je vous dis pas ce qui se passe dans le deuxième tome. En gros, dans le premier tome, on rencontrait le personnage de Jacob, qui est un garçon qui vit en Floride avec ses parents. Il est un petit peu en marge de la société, il se sent pas spécialement bien dans sa peau, et il est très proche de son grand-père, et puis son grand-père va mourir dans des circonstances assez étranges, et la dernière phrase qu'il va dire à Jacob va le mener sur une piste totalement loufoque. En fait, son grand-père lui montrait souvent des photos d'enfants, mais d'enfants avec des pouvoirs un peu spéciaux. Jacob avait toujours cru bien sûr que ces photos étaient des montages, que c'était des erreurs, etc. Et pourtant, il va partir sur les traces de ses enfants pour comprendre le mystère qui tournait autour de son grand-père. Ici, on est donc dans le deuxième tome, on reprend exactement où l'auteur nous avait laissé dans le premier tome. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'au début du livre, on a un récapitulatif des personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, et je vous avoue que moi, j'avais oublié la plupart des personnages en fait. À part Jacob et Emma, je me rappelais plus trop de qui était qui. Je me rappelais en gros de certaines choses, mais je me rappelais pas les noms des personnages, qu'est-ce qu'ils faisaient, bref, c'était confus dans ma tête. Pourtant, je l'avais lu il y a pas longtemps, mais il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont mis en place par l'auteur. Du coup, ça permet de bien se rappeler qui sont les personnages. Et même des fois, pendant ma lecture, je me disais « Ah, mais c'est qui encore ce garçon-là ?» Et hop, je retournais au début, ça c'est super pratique. Certains avaient reproché au tome 1 d'être un peu lent. Moi, ça ne m'avait pas du tout gêné parce que j'ai trouvé que c'était utile, cette lenteur. Ça permettait vraiment de planter le décor. À ce niveau-là, ce deuxième tome est totalement différent parce qu'il se passe énormément de choses. Il se passe action sur action, franchement, on s'embête pas du tout, il y a péripétie sur péripétie, et à la fin, il y a vraiment une grosse révélation finale qui vient tout renverser. Donc je pense en fait que ce tome 2 est un tome plus de transition. En fait, il y a beaucoup d'actions, mais c'est des actions qui n'ont pas de conséquences directes, voilà, ça permet juste de mener au point final qui va permettre d'embrayer sur le tome 3 qui à mon avis promet d'être vraiment bien. Mais donc pour moi ce deuxième tome était un cran en dessous du premier, j'ai vraiment préféré le premier. Je me suis bien amusée en lisant celui-ci, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à redire, je l'ai vraiment aimé. Mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué la petite flamme qui fait que un livre est une excellente lecture. J'ai pas ressenti la même chose que quand j'ai lu le premier tome. Ça reste cependant un excellent livre, c'est bien écrit, et comme je vous le disais, c'est addictif. En fait, les pages, elles tournent toutes seules, on se rend même pas compte, et hop, on a lu 200 pages. Donc je trouve ça super bien. Et les photos sont, encore une fois, juste magnifique. Et enfin, dernier livre, c'est le troisième jumeau de Ken Follett. Encore une fois, c'est un gros pavé. Celui-là, il m'a mis du temps à lire et pourtant, il était vraiment bien. Pourtant, le sujet, j'avoue, me faisait un petit peu peur parce qu'on parle de choses qui m'intéressent pas tellement, c'est-à-dire de choses dans le domaine de la biologie, de l'hérédité, de la génétique. Ça me fait vite assez peur. On rencontre en fait le personnage de Janie, qui est une jeune femme qui approche de la trentaine et qui est chercheuse
en génétique. En fait, elle s'intéresse à l'hérédité, à ce que des parents peuvent transmettre à leurs enfants, mais surtout, elle s'intéresse à la criminalité. Est-ce que c'est héréditaire ou non? Et pour étudier cela, elle se base sur des cas de jumeaux, donc elle essaye de trouver des paires de jumeaux où l'un des deux est un criminel, est un délinquant, et l'autre est un citoyen américain, tout ce qu'il y a de plus irréprochable. Elle parvient à trouver ces fameux jumeaux, du moins elle croit qu'elle a trouvé la paire idéale, quand elle tombe sur Steve Logan et son jumeau qui est en prison. Donc Steve est un jeune citoyen parfaitement normal, qui est très bon élève, qui est très beau, qui est très gentil, etc. Et son frère, quant à lui, purge une peine de prison. Cependant, le petit hic, c'est que Steve n'est même pas au courant qu'il a un jumeau parce qu'ils n'ont pas les mêmes parents, ils n'ont pas la même date de naissance, ils ne se sont jamais vus, les parents de chacun affirment qu'ils n'ont pas adopté leur enfant, donc il y a un mystère qui plane. Et en fait, dans l'université de Janie, il va y avoir un viol, donc un homme va provoquer un incendie et va violer une femme, il va profiter de l'occasion de la panique générale pour violer une femme. Et la femme qui est violée accuse Steve Logan, donc l'homme que Janie avait décrit comme l'homme bien sous tout rapport, de l'avoir violé, elle le reconnaît, elle dit que c'est lui. Je vais m'arrêter là pour le résumer. C'est une histoire qui est très complexe, qui est très fouillée, et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Encore une fois, donc j'avais déjà lu 2 livres de Ken Follett auparavant, et j'ai adoré retrouver cette écriture qui est très précise et très documentée, et c'est vraiment appréciable, je trouve. On voit que Ken Follett a vraiment fait des recherches, on voit qu'il ne balance pas n'importe quoi pour balancer une intrigue. C'est vraiment fouillé, c'est recherché. J'ai vraiment adoré, alors que c'est un sujet qui me faisait peur, sérieusement. Quand on me dit génétique, moi je me dis un peu, oulala, pas pour moi, les sciences, non. Et pourtant, je me suis pas ennuyée une seconde. C'est un récit qui met longtemps à lire. Moi en tout cas, j'ai mis longtemps à le lire, mais c'est juste parce qu'il est tellement riche que voilà, si on veut saisir la portée de toutes les informations, je trouve que c'est bien de prendre son temps. Mais je me suis jamais ennuyée, les pages tournaient toutes seules, j'aimais vraiment beaucoup. Je trouve que les personnages sont assez bien installés, ils sont assez crédibles, je les ai bien aimés. Bon, Janie m'a parfois un peu irritée, c'est une femme qui est très féministe, qui est très forte, très sûre d'elle, mais parfois elle impose un peu sa vision des choses aux autres, ça m'a un peu dérangée, mais bon, chacun a ses défauts. Je trouve cependant que le titre aurait pu être mieux choisi, je sais pas, je le trouve un peu orienté, je trouve qu'il donne un peu trop d'indices, même si au final la chute est assez surprenante, assez renversante. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai lu le livre, mais voilà, on passe un bon moment, c'est un roman qui est intéressant, qui est documenté, mais qui n'est vraiment pas embêtant. Et franchement, je vous le conseille, on s'ennuie pas en fait en le lisant, ça passe super vite parce que c'est sur fond d'une enquête, et d'une enquête qui bouge beaucoup, dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Donc franchement, je vous le conseille. Bon, maintenant je vais tirer au sort le livre que je devrais lire pour mon prochain point lecture. Donc j'ai pris ma petite boîte. Ah, je suis contente, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Ça fait longtemps qu'il est dans ma palle et je sais pas pourquoi je ne l'en sortais jamais, donc je suis bien contente d'être tombée sur celui-là. Je pense que ça va être une belle lecture, j'en ai entendu beaucoup de bons échos. Et c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les livres que j'ai présentés, si vous les avez déjà lus, enfin bref, comme d'habitude, j'ai l'impression de toujours vous dire la même chose en fin de vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!